Bonjour à tous et bienvenue dans cette journée de formation dédiée aux psychologues. Avant de commencer, je tiens à remercier professeur Zoubiri, chef de service de dermatologie, et Dr Baba, la sous-directrice de la documentation de la formation, pour la bonne organisation de cette formation à distance. Le sujet d'aujourd'hui, il s'agit du trouble psychosomatique en dermatologie. J'ai choisi trois pathologies essentielles, il y a le psoriasis, la dermatite atopique et la pelade. On commence par une petite définition de dictionnaire illustré des termes de médecine sur la psychosomatie. Donc, c'est une étude des perturbations psychiques d'ordre affectif et des troubles physéraux qui en constituent la manifestation corporelle, également du retentissement psychique des altérations organiques somatiques. Pour le concept de somatisation, c'est une conversion de troubles psychiques en symptômes fonctionnels et corporels. Le terme psychosomatique désigne des affections de pathologie générale relevant en partie et en totalité de facteurs psychologiques, conscients ou le plus souvent inconscients. Ces affections sont une conséquence du stress émotionnel dont le mécanisme neuro-hormonaux commence à être interrompu. Donc, une fois installés les troubles physiques, évoluent pour son propre compte, indépendamment des facteurs psychologiques qui ont été à son origine. Le processus de somatisation apparaît lorsque le sujet n'est pas capable de traiter mentalement les contradictions pesant sur lui. Les troubles psychosomatiques sont ainsi les expressions corporelles des tensions psychologiques. Les symptômes corporels se substituent alors à une réaction psychologique, c'est-à-dire une attitude dirigée vers soi-même ou vers le monde extérieur. Pour bien comprendre, ou bien pour résumer les choses, donc les maladies psychosomatiques sont caractérisées par des symptômes physiques aggravés par des facteurs émotionnels ou psychologiques. Là, on passe selon Pierre Marty en 1962. Il a dit que le fonctionnement psychiatrique de patients souffrant de maladies somatiques lésionnelles serait caractérisé par une incapacité à penser à un événement traumatique. Ça veut dire que les patients sont une pensée opératoire. Ils ont des difficultés à mobiliser et exprimer leurs effets, à élaborer les conflits ou à les refouler. Donc, ils se vocalisent sur les symptômes de leur corps. Dans les deux sens d'approche psychosomatique, donc il y a l'approche globale du malade souffrant d'une maladie psychosomatique lésionnelle, quel que soit en tant que sujet unique, doté d'une histoire inscrite dans un environnement social particulier, recherche du rôle aux côtés de celui des facteurs biologiques, de facteurs étiologiques, psychosociaux. Donc, il y a la présence d'un événement vécu, facteur de stress, et sans oublier les caractéristiques de la personnalité et de l'environnement psychosocial dans la survenue de l'aggravation. Et encore l'évolution favorable d'une maladie somatique. Ça veut dire, quand on parle des caractéristiques, on peut citer les caractéristiques beaucoup plus émotionnelles, d'attitude et de comportement. Toujours dans l'approche psychosomatique, quelle est la relation entre dermatologie et psychopathologie? Donc, la psychodermatologie traite des relations entre dermatologie et psychiatrie. Donc, il s'agit d'une approche psychosomatique spécifique en fonction de la peau. Donc, cette approche distingue habituellement trois principes champs d'études. Il y a les troubles psychiatriques avec expression dermatologique, il y a les dermatoses avec composants psychosomatiques et les retentissements psychosociaux des dermatoses. Là, on passe à la pathologie fonctionnelle cutanée. Parmi les pathologies fonctionnelles cutanées qui existent en dermatologie, il y a les démangeaisons, le prurite, l'urticaire, l'eczéma, les verrues, paresthésie et dysthésie. Donc, derrière ces pathologies fonctionnelles cutanées, on parle des facteurs psychosomatiques qui sont dans les tissus de la peau. C'est-à-dire, il y a derrière ces pathologies, il y a toujours une participation psychologique aux affections cutanées, ce qu'on parle de la psychosomatie. Donc, dermatose avec composants psychosomatiques entre sous cette appellation. Les affections cutanées objectivales, il y a l'altération constatable sur le plan anatomo-clinique ou biologique dans le déclenchement ou l'évolution.
Donc, il y a la notion de maintien, disparition et réapparition, et en partie déterminée par des facteurs psychosociaux, tels que le stress et les caractéristiques de la personnalité des malades, leur constellation familiale et sociale, et sans oublier le type de lien qu'ils entraînent avec autrui. En dermatologie, sont les plus souvent évoqués dans ce cadre. On parle de psoriasis, la dermatite atopique et la pelade. Maintenant, on passe à la psychose et névrose et quelle est la relation avec la maladie psychosomatique? C'est par rapport aux fonctions du patient. Pour la psychose, donc, on parle d'une affection mentale avec une atteinte globale de la personnalité par le processus pathologique. Exemple, les thèmes hypochondriaques exprimant un vécu délirant, ayant un objet, pardon, et ayant pour objet le corps altéré ou transformé. Elle ne présente cependant pas d'atteinte organique, contrairement à la névrose et aux atteintes psychosomatiques. Ça veut dire, chez les psychotiques, on trouve cette notion de désir à être soigné. Chez la névrose, l'affection nerveuse très répandue. Elle est liée à la vie psychique, mais sans altération de la personnalité. Et s'accompagne d'une conscience pénible et le plus souvent excessive de l'état morbide, dont l'expression peut être organique, comporte des troubles fonctionnels. Donc, on trouve chez le patient la conscience de troubles somatiques. Cette notion, elle est vraiment bien précise chez lui. Donc, il y a toujours cette conscience de troubles somatiques chez un névrotique. Là, on va classer les maladies psychodermatologiques en trois catégories. Donc, il y a les troubles dermatologiques primaires déclenchés ou exacerbés par le stress, ce qu'on appelle les troubles psychophysiologiques. Il y a les troubles psychiatriques avec des symptômes dermatologiques. Il y a aussi les troubles dermatologiques avec des symptômes psychiatriques. La notion de stress et dermatologie. Quelle est la relation entre le stress et la peau? Donc, les observations cliniques de certaines études montrent que le stress psychologique a un rôle important dans l'initiation et l'aggravation de certaines maladies de peau, par la perturbation de la fonction et de la perméabilité de la barrière épidermique. En effet, l'affaiblissement de la fonction de barrière de l'épiderme est un des traits caractéristiques de deux des maladies cutanées inflammatoires influencées par le stress et le plus commun, on parle de psoriasis et dermatite atopique. Sans oublier aussi les prévalences des troubles psychiatriques tels que l'anxiété et la dépression. Toujours, on parle de champs de perturbations émotionnelles, stress, anxiété et dépression. Il y a aussi les affections, seraient d'après Consolé en 1997, d'autant plus intenses que la dermatose est étendue, chronique et visible. Sans oublier le facteur social, avec un retentissement dans les sphères professionnelles, familiales et amicales. Bien souvent, la visibilité de ces dermatoses est à l'origine d'une gêne, voire d'un sentiment de honte. Là, on passe au retentissement psychologique des dermatoses. Les maladies de peau chroniques ont en effet un impact significatif sur la vie des patients, comme sur celle de leurs proches. Les répercussions sont d'ordre à la fois fonctionnel, avec des difficultés à utiliser ses mains ou à marcher, avec l'apparition de troubles du sommeil. Il y a aussi le facteur occupationnel, avec le sentiment d'être limité dans ses activités quotidiennes et de loisirs, avec un absentisme aussi professionnel, source de difficultés financières, et psychologique, avec une baisse de l'estime de soi, un manque de confiance en soi et une image de corps marquée par par des qualifications négatives. Donc, le retentissement psychosocial des maladies dermatologiques est surtout lié à la blessure narcissique. Donc, il y a l'altération de l'image de soi, de l'estime de soi et de sentiment de sécurité interne. L'altération du toucher
On remarque la transformation de la peau. Vous savez que la peau, c'est un organe frontière. On parle de l'identification, de la communication, de l'image de soi. Donc là, on trouve aussi la douleur, elle est parfois malodorante. Donc, à la force des idées reçues et des fantasmes, mais aussi à l'impact de la chronicité. Donc, il y a cette altération de la qualité de vie en général. On trouve aussi le retentissement psychologique, la dépression et non-observance. Sans oublier la complicité des traitements et l'utilisation des traitements locaux associés à d'autres maladies. Donc, pour le retentissement psychosocial des maladies dermatologiques, sont multifactoriels. Maintenant, on passe à la définition du psoriasis. Quelle est cette pathologie? C'est une maladie fréquente, non contagieuse, liée à une inflammation chronique de la peau qui conduit à son renouvellement rapide. Elle se présente sous forme de plaques rouges avec des squames et des démangeaisons. Le psoriasis peut toucher les adultes et les enfants. L'évolution peut être longue avec des périodes de poussée et de rémission. Quelles sont les causes du psoriasis? Il y a les causes héréditaires, immunitaires et environnementaux. Environnementaux, on peut citer les infections, le stress, le tabac, l'alcool, les traumatismes et aussi les médicaments. Ici, vous voyez une image du psoriasis en plaques. Là, on passe à la notion de l'alexithymie. Chez le psoriasique, il souffre de cette pathologie. C'est une pathologie d'ordre psychologique. C'est quoi l'alexithymie? On parle d'un déficit de l'affect. Donc, les psoriasiques, ils ont l'incapacité à reconnaître, identifier et exprimer verbalement les émotions ou sentiments. Capacité limitée, c'est insight. Donc, tendance toujours à recourir à l'action pour éviter et résoudre les conflits. Description détaillée des faits, d'événements aux symptômes physiques. L'état de patient, il y a toujours un état d'inhibition irrationnelle, s'accompagne d'une grande difficulté à exprimer ou à décrire verbalement ses sentiments. Donc, le patient éprouve de la gêne à ressentir ou à parler de ses états affectifs. Sa vie imaginaire est limitée. L'évaluation de la qualité de vie et comorbidité psychiatrique. Donc, toujours pour les psoriasiques, ces patients, donc les patients psoriasiques atteints de psoriasis ont une susceptibilité plus importante de développer une maladie psychiatrique que les patients atteints d'autres maladies dermatologiques. Pour les comorbidités psychosociales, le psoriasis peut avoir des effets dramatiques sur l'apparence physique des patients. Ces derniers peuvent être soumis à un sentiment de honte, une mauvaise estime de soi et un isolement social. Sans oublier le champ de dépression, donc il y a un lien toujours biologique entre psoriasis et dépression. L'altération majeure de la qualité de vie chez les patients atteints de psoriasis peut évidemment être une cause de dépression. Cette altération de la qualité de vie ne se limite pas à une atteinte de l'image corporelle. Donc, il y a d'autres facteurs entrent aussi en jeu. Il y a le prurite, l'handicap, la douleur et le retentissement professionnel ou social. Ici, dans cette figure, ça parle de cercle vicieux entre dépression et psoriasis qui fait altérer la qualité de vie chez les patients qui présentent voilà, une maladie chronique. L'altération de la qualité de vie et le grade du psoriasis et le grade de psoriasis peuvent être mesurés par différents indices et questionnaires psychologiques, dermatologiques et psychiatriques. Si on prend le PDI, c'est un questionnaire partant sur les principaux aspects de la vie quotidienne et les rapports sociaux. Pour le DLQI, il permet d'évaluer la qualité de vie des patients atteints de maladies dermatologiques. Le PASEI, c'est un test qui permet une évaluation quantitative de la sévérité du psoriasis. Le MINI, il permet d'identifier l'épisode dépressif majeur.
Les épisodes maniaques aussi, les troubles paniques, l'agoraphobie, la phobie simple ou la phobie sociale, et sans oublier aussi l'anxiété généralisée. Le HA10 aussi, il permet d'évaluer la symptomatologie dépressive et de l'anxiété en éliminant les symptômes somatiques. Le PHQ, il évalue la santé des patients d'une manière générale. Le SAPASI, il s'agit d'une auto-évaluation de la sévérité du psoriasis. Le CSD, il permet de dépister des cas potentiels de dépression et évaluer l'intensité de la symptomatologie dépressive. Pour le PLC, il mesure le stress induit par le psoriasis dans la vie quotidienne. Et le ESD, il s'agit de la classification internationale des pathologies. Il y a aussi le PDI, il permet d'évaluer les signes dépressifs. Le STASI, voilà, il permet d'évaluer l'anxiété. Donc, tous ces échelles et questionnaires, que ce soit psychologique, dermatologique et psychiatrique, elle est fait pour évaluer, elle est fait pour améliorer aussi, évaluer afin d'améliorer la qualité de vie des personnes qui présentent une maladie chronique. Sans oublier aussi les conséquences de la dépression sont multiples. Il y a l'aggravation du psoriasis, du prurite, il y a la prévalence des idées suicidaires. Les troubles sexuels pouvant s'expliquer par deux mécanismes principaux. Il y a la diminution de l'estime de soi provoque un comportement d'évitement. Les troubles de la dysfonction érectile peuvent s'expliquer par les troubles psychologiques et le lien entre le psoriasis associé à des maladies chroniques. L'alcoolisme et tabagisme aussi peut être dépisté avant la survenue du psoriasis ou être la conséquence de la perturbation psychologique liée au psoriasis et notamment la conséquence d'une dépression. Là, on va parler sur le psoriasis, pendant l'enfance et l'adolescence, ou bien le psoriasis pédiatrique. Donc, pour l'impact négatif pour l'impact négatif du psoriasis donc il y a l'impact négatif du psoriasis sur la santé psychologique des enfants peut être important. Une mauvaise image et une faible estime de soi provoquées par cette maladie visible physiquement peuvent marquer profondément les enfants dès l'enfance. Donc, ils souffrent également des fausses idées reçues. Donc, le psoriasis n'est pas contagieux. À l'école, pour se créer de nouvelles amitiés, la participation à certaines activités sportives, comme la natation, peut s'avérer difficile pour eux. Donc, ces difficultés continuent pendant l'adolescence. Ils adaptent leur mode de vie à leur maladie, notamment dans le choix de leur tenue vestimentaire ou dans l'utilisation de maquillage pour camoufler les lésions, ce qui est fréquent chez les adolescentes. Des conséquences physiques sont également présentes par les troubles du sommeil, dépendance à certaines substances comme drogue et tabac. Le manque de confiance en soi conduit à un phénomène d'évitement et de nombreux adolescents en confient des difficultés dans leurs relations avec leurs camarades et notamment ceux de sexe opposé. Donc aussi, il y a des difficultés dans les relations familiales sont également rapportées. Cependant, la famille est souvent très impliquée dans les différentes thérapies et joue un rôle important de soutien. Le milieu familial est souvent lui aussi touché psychologiquement devant la souffrance de leurs enfants et le sentiment d'impuissance face à cette maladie. Pour l'équipe médicale a un grand rôle à jouer pour aider les patients et leurs familles à mieux
appréhender le psoriasis au quotidien, avec une bonne explication de la maladie, les traitements et l'éducation thérapeutique et conseils. Pour l'éducation thérapeutique, vous allez trouver les détails et pour les détails et le travail pluridisciplinaire dans ma prochaine présentation, ce sera sur l'éducation thérapeutique en dermatologie. Là, on passe à la dermatite atopique. La dermatite atopique ou eczéma atopique, c'est une dermatose inflammatoire vésiculeuse, prurigineuse et chronique qui survient chez des sujets prédisposés. Elle est favorisée par des facteurs environnementaux. La dermatite atopique apparaît généralement dans les premières années de vie, souvent vers l'âge de 3 mois, quelquefois plus tôt. Donc ici, vous voyez des images de dermatite atopique chez l'enfant et les adultes. L'influence de stress sur la dermatite atopique. Les manifestations cliniques de la dermatite atopique sont souvent associées au stress psychologique. Il faut noter que les patients atteints de dermatite atopique présentent davantage de troubles psychologiques et de troubles du fonctionnement social que la population générale. Donc, chez les enfants, cela peut se manifester par des troubles du sommeil, l'irritabilité, une fatigue dure, un stress émotionnel, une baisse de l'estime de soi, ainsi que les troubles psychologiques. Chez l'adulte, les manifestations du mal-être se traduisent par un sentiment de honte, un malaise, une anxiété, une diminution de la confiance en soi, des difficultés relationnelles aussi bien sur le plan professionnel que personnel. C'est un schéma qui présente l'absence de manque de confiance en soi, c'est-à-dire elle favorise l'augmentation de manque de confiance. Ensuite, il y aura la peur d'agir pour ne pas échouer, donc il y aura l'inaction. Ensuite, le patient ici va développer un sentiment de honte et de culpabilité. Donc, voilà, c'est parmi la souffrance, c'est un schéma qui explique la souffrance des patients qui présentent une image de soi altérée avec le manque d'estime de soi. La notion de l'alexithymie, elle est présente aussi chez les patients qui présentent une dermatite atopique. Donc, l'alexithymie est influencée dans la dermatite atopique sur la qualité de vie. Donc, correspond à l'incapacité ou à la difficulté à verbaliser ses émotions et à les distinguer de sensations corporelles. Donc, les sujets atteints de dermatite atopique présenteraient plus fréquemment des difficultés à décrire et verbaliser leurs émotions, ce qui participerait au maintien de la dermatite atopique et à une décharge somatique de la tension émotionnelle. Là, on passe à la pelade. C'est quoi la pelade? C'est quoi une pelade? La pelade, c'est une pathologie dermatologique d'origine inflammatoire. Ce trouble peut attaquer juste un endroit de cuir chevelu, comme il peut attaquer tout le chevelure de la personne. Donc, la pelade peut affecter tous les groupes ethniques, tous les tranches d'âge. La pelade provient principalement d'un trouble auto-immune, Voici les images de pelade chez l'enfant et les adultes. Pardon. Les causes de la pelade, les personnes qui ont des antécédents familiaux dans la pelade sont plus susceptibles d'avoir ce trouble par rapport aux autres gens. En outre, la possibilité d'avoir ce trouble est associée aux facteurs émotionnels et alimentaires. Donc, il y a une cause immunologique, il y a une cause environnementale, il y a une cause génétique. Quels sont les facteurs psychologiques chez les peladiques? On trouve la notion de stress émotionnel, on peut citer la séparation, deuil, angoisse, dépression, choc émotionnel, donc, tout ça est souvent invoqué comme facteur déclenchant de la pelade. En effet, des patients avaient vécu un événement stressant précédant le début de la maladie. Chez une population peladique, il existe une forte comorbidité de névrose.
dépression, anxiété, troubles du comportement dépressif, et la susceptibilité de développer une pelade. Cette expression somatique constitue un mécanisme de défense d'adapter à une situation stressante. Et par conséquent, la pelade est retenue comme pathologie psychosomatique et qui reste en elle-même une source de stress et un handicap social assez important. Cette altération de l'image corporelle mal vécue par le patient nécessite une approche psychologique en parallèle avec le traitement pharmacologique afin d'améliorer la qualité de vie et favoriser la réhabilitation psychosociale de l'individu. Donc, la souffrance chez les peladies qui souffrent de l'estime de soi, soit il y a un problème dans l'image de soi, l'ego de soi, l'assurance de soi, le confort en soi, l'opinion de soi, peut-être qui est absent. Donc, toujours, j'ai cité là un exemple sur le manque de confiance en soi. Le patient, ils peuvent me dire que je suis nul, je n'ose pas, je ne parle pas, je ne progresse pas. Donc, voilà, c'est un cercle vicieux de manque de confiance en soi chez les peladiques. Là, on passe à les thérapies. Donc, les différentes thérapies utilisées dans la prise en charge psychologique. On commence par le processus thérapeutique, la souffrance psychologique elle est là. Donc, on commence par clarifier le traitement, mettre en route un traitement et évaluer l'évaluation. Les démarches thérapeutiques, donc évaluer les besoins du patient, c'est la nature de sa souffrance et sa motivation au changement. Donc, fixer des objectifs thérapeutiques accessibles et réalisables, analyser le type de la demande, la structure de moi du patient et sa capacité à coopérer. Choisir le type d'intervention à proposer, définir la technique à choisir, la durée et la fréquence des séances. La classification des psychothérapies. Il y a la psychothérapie de soutien, la psychanalyse, la psychothérapie d'inspiration psychanalytique et la psychothérapie comportementale et cognitive. Donc, personnellement, moi, j'utilise l'approche intégrative avec mes patients parce que c'est une démarche multi-référentielle. Elle intègre plusieurs thérapies. Donc, pour le psy, il peut adapter ces thérapies en utilisant divers utiles afin de s'adapter aux problématiques du patient. Pour cette thérapie, moi, je trouve que c'est une approche thérapeutique qui propose en fonction de contexte de la pathologie et des problèmes du patient. Les différentes thérapies utilisées, il y a la psychothérapie de soutien. Pour la psychothérapie de soutien, c'est-à-dire son rôle aide à apaiser les angoisses, stabiliser la dynamique psychique et rétablir aussi l'équilibre psychologique des patients. Il y a la thérapie cognitivo-comportementale qui fait axer sur l'image et l'estime de soi, l'affirmation de soi avec un fonctionnement, avec un travail fonctionnel. Voilà. Il y a aussi groupe de parole et de soutien qui vont permettre aux patients de faire face à l'impact psychosocial de la maladie ou bien faire de groupes c'est-à-dire on peut considérer même l'éducation thérapeutique dans ce champ. La relaxation et la gestion du stress. Pour la relaxation et la gestion de stress, pour gérer le stress, on entame la respiration abdominale. On fait aussi, c'est-à-dire elles permettent aussi, c'est-à-dire cette psychothérapie, ça fait partie d'une psychothérapie corporelle. Donc, elle permet de repérer, c'est-à-dire de repérer les émotions douloureuses, les souffrances ou les traumatismes. Sans oublier aussi l'hypnose. L'hypnose, on peut dire que c'est un état de conscience modifié et qui fait partie de la psychothérapie corporelle. Et il y a aussi la psychothérapie de biofeedback.
qui permettant aux patients de prendre conscience de leur corps et des réactions physiologiques et psychologiques influençant leur maladie. Cette technique, c'est une application qui se fait pratiquer en Europe, même en Amérique. Ici, je n'ai pas d'informations. Est-ce qu'elle se pratique par les psychologues? Donc, c'est une application, on va dire que c'est une application de la psychophysiologie. Donc, c'est une thérapie qui étude les émotions et les pensées ayant un impact sur notre santé. Donc, je pense qu'elle est aussi notamment recommandée voilà, elle est recommandée aussi dans les traitements de la migraine. Donc, voilà. Ces thérapies sont généralement bénéfiques pour les patients atteints de maladies dermatologiques, puisqu'ils vont pouvoir ressentir leur maladie de façon différente et ces séances vont leur permettre d'analyser les divers symptômes ce qui représentant pour eux colère, angoisse, stress, douleur, gêne. Donc, le but de cette thérapie est de montrer aux patients aux patients ce qu'ils ressentaient jusqu'à présent comme une souffrance et difficulté dans la vie quotidienne. Puis devenir une force, c'est-à-dire une force afin que les symptômes ne prennent plus le dessus dans leurs activités. S'il y a là une image de biofeedback thérapie, voilà, la relaxation, la respiration abdominale. Donc, il y a aussi la méditation. La méditation, il y a aussi la technique on applique avec nos patients la technique de la visualisation positive afin de ressentir des émotions positives et ouvrir son esprit à la création et la créativité aussi. Donc, en conclusion, le traitement d'une maladie psychosomatique pose d'abord par celui du trouble physique. Ensuite, la psychothérapie développe et raffirme les mécanismes de régulation du moi afin d'aider le patient à mieux utiliser ses ressources mentales face à ses problèmes, enrichissement de la vie imaginaire, épanouissement émotionnel et affectif, meilleur rapport au corps. Cependant, une surveillance médicale doit rester associée, surtout en cas de balancement somato-psychique. Ça veut dire l'altérance de manifestations psychiques et organiques. Et merci de votre attention. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le mail du service de dermatologie.